Donc bonjour à tous, à ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Pour commencer, je voudrais commencer par des remerciements. Déjà pour l'ensemble des conférenciers. Remercier Philippe Gobet, sans qui aujourd'hui il n'y aurait pas ces rencontres de la couleur. Je voudrais donc remercier le CEREC pour m'avoir permis de parler aujourd'hui. Et bien entendu, je voudrais remercier mes parents, sans qui aujourd'hui je ne serais pas là, et sans qui la chromatothérapie n'existerait pas. Aussi bien la chromatothérapie directe et du point de vue d'acupuncture par les travaux de mon père, que la chromatothérapie oculaire, qui sont 100% les travaux de ma mère, qu'il ne faut pas oublier, quoi. Donc un beau travail collectif. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'évaluation de l'efficacité de la chromatothérapie par l'utilisation de différentes échelles de mesure. Alors pourquoi cette conférence? Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi j'ai un doctorat en biologie. J'ai une vingtaine d'années, j'ai travaillé pendant 20 ans en recherche clinique et en recherche fondamentale. Et en même temps, en parallèle, je suis né dans la potion magique de la chromatothérapie. J'ai été baigné dedans et donc aujourd'hui j'ai un cabinet. Je suis enseignant depuis une dizaine d'années. Donc je voulais un petit peu mélanger mes deux savoir-faire, on va dire, mon savoir-faire de scientifique et mon savoir-faire de chromatothérapeute. Parce que très souvent, vous avez des personnes qui viennent vous voir en chromatothérapie, qui vous disent « si la chromatothérapie fonctionnait si bien, il n'y aurait pas eu des études cliniques déjà qui seraient publiées, etc. » Il faut savoir que c'est très compliqué de faire une étude clinique. Il y a deux facteurs limitants. La première, avoir l'autorisation de la faire. La deuxième, avoir le financement. Il faut compter minimum 150 000 € pour faire une étude clinique. En revanche, dans de nombreux journaux scientifiques, vous avez des articles qu'on appelle des case reports, c'est-à-dire des rapports de cas, des cas cliniques, qui sont un petit peu exceptionnels et qui sont présentés avec des données numériques, des graphiques, etc. Donc c'est un petit peu l'objectif de ma conférence aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter, comme Nicole, 4 cas, mais l'objectif, sur chacun de ces cas, on va mettre en place une échelle de mesure précise qui sera quantifiable et on va voir un petit peu ce que la chromatothérapie a pu apporter à ces patients. Donc, je vais vous présenter un cas d'une personne qui avait des problèmes de sténose urinaire, un cas d'une personne qui est schizophrène, une personne qui a une pacachoroïde, c'est-à-dire un épaississement de la choroïde, et enfin on terminera par une personne qui a une sclérose en plaques. Et donc chacun de ces patients, on aura une échelle qui sera spécifique pour cela. Alors très vite fait, qu'est-ce que la chromatothérapie? La chromatothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, est une méthode thérapeutique créée voici plus de 45 ans par le docteur Agrapar, qui utilise des unités vibratoires de référence appelées couleurs. Alors c'est vrai que, comme l'a dit Philippe, la couleur ne veut pas dire grand-chose. On est vraiment sur l'action des ondes électromagnétiques. Et c'est ces ondes électromagnétiques qui vont avoir un effet spécifique à des fins thérapeutiques. Alors comment on obtient ces ondes? Tout simplement par l'utilisation d'une lumière blanche que l'on fait passer à travers un filtre pour choisir la longueur d'onde désirée, la couleur désirée. Le rayonnement coloré ainsi obtenu est projeté de 3 façons différentes, 3 approches différentes. Au niveau d'une zone malade, pour tout ce qui est pathologie de cause externe, comme tu as pu nous présenter, ce qui sera le cas de la sténose. Au niveau des yeux, pour tout ce qui est trouble de l'humeur. Alors ce qui est important de savoir, souvent on nous dit « Ah oui, mais la chromatothérapie peut être dégénérative sur les yeux ». C'est faux, parce que dans le pire des cas, vous allez faire 4 minutes au niveau des yeux, une fois par semaine, avec une longueur d'onde du visible. Lorsque vous faites une demi-heure de téléphone portable, l'information est bien plus toxique. La troisième approche est au niveau du point d'acupuncture. Ce sera celle qui sera utilisée dans les 3 derniers patients dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, comme je sais qu'il y a quelques personnes aujourd'hui qui sont là, qui ne connaissent pas la chromatothérapie, je vous invite à retrouver la conférence qu'on a présentée, mon père et moi-même, l'année dernière, qui est « Principes et actions de la chromatothérapie, méthode Agrapar ». Vous pouvez la retrouver sur YouTube, donc le lien sera ici, je prépare pour quand il y aura la vidéo. Et sinon, vous avez notre chaîne
pour retrouver les différentes informations. Alors, les échelles de mesure sont nombreuses en études cliniques. Soit on va utiliser des échelles, soit on va utiliser des scores de prédiction, par exemple. Alors, elles sont nombreuses, mais aussi elles sont très souvent spécifiques de certaines maladies. Je vais vous en citer juste quelques-unes qui sont fréquemment utilisées. Les plus connues, vous avez l'échelle EVA, sûrement certains d'entre vous la connaissent. C'est une échelle de douleur qui est sur 10, qui peut aller jusqu'à 100, suivant 1 à 100 ou de 0 à 10. C'est une échelle où on va déplacer un curseur sur une règle pour dire ma douleur est à 0, c'est-à-dire qu'elle est nulle, ma douleur est à 10, elle est insupportable. Vous avez aussi les deux échelles de performance statut, PS, et l'évaluation de l'état général Kartnovsky, qui sont deux échelles ou deux scores qui sont utilisés fréquemment en oncologie pour regarder l'état général des patients. Donc par exemple pour le PS, ça va de 0 avec une personne qui est 100% autonome, à 5, la personne est décédée. L'échelle de fatigue de Pichot est très, très utilisée aussi. J'aurais pu l'utiliser d'ailleurs pour un de mes patients. C'est un score en réalité. Vous avez 8 questions, de 0 à 4. Vous avez un score final qui vous permet de grader un petit peu cette fatigue. Et un petit mot juste pour l'échelle, l'UPDRS, Unified Parkinson Disease Rating Scale. C'est une échelle qui est utilisée dans le cadre de la maladie de Parkinson. Pareil, un score de 0 à 200. Elle est rarement utilisée toute seule dans les études. Souvent, on met aussi une échelle pour voir un peu les troubles de l'humeur. On utilise plusieurs scores pour regarder l'évolution d'un malade de Parkinson avec l'utilisation d'un traitement spécifique. Alors, le premier cas dont je vais vous parler, c'est Monsieur C, un homme de 58 ans, qui a chuté entre 20 et 30 mètres quand il avait 20 ans en faisant de l'escalade. Donc c'est vraiment un miraculé. Il est tombé il y a une quarantaine d'années, donc une trentaine de mètres. Suite à cette chute, il a eu une fracture de la branche ischio-pubienne. Sa rate a littéralement explosé. Et on a dû d'ailleurs lui faire une splénectomie, c'est-à-dire l'enlever la rate. 3 mois d'hospitalisation. Puis mise en place d'une sonde urinaire. Alors ceux qui ne savent pas trop, la sonde urinaire, quel est l'objectif? Vous voyez, vous avez une sonde qui passe au niveau de l'urètre, et l'objectif, c'est éviter que l'urine stagne ici, parce que vous avez des risques d'infection, et ainsi de suite. Donc ça, c'était il y a 40 ans. Ce monsieur vient me voir l'année dernière, pour quelle raison? C'est qu'il a une sténose urinaire. Alors le mot sténose, ça veut dire rétrécissement. Il a un rétrécissement au niveau de l'urètre, et le fait que ça se rétrécisse, il ne peut plus uriner. Ça bloque sa capacité d'uriner, ou ça lui ralentit drastiquement son temps de miction. Et en plus, ça lui augmente ses risques forcément de faire des infections urinaires. Donc initialement, il a été régulièrement sondé, puis il a eu des interventions, urétrotomie, qui sont des incisions internes au niveau de l'urètre. Et actuellement, il a besoin de se sonder tous les mois, parce que s'il ne se sonde pas tous les mois, comme je dis, il risque de se bloquer, infection urinaire. Et donc voilà, ça lui permet de limiter le temps de miction. Donc ça, je vais vous le passer très rapidement, c'est le seul slide où je parle un peu du principe de la chromatothérapie. Si vous voulez, ce monsieur, il a eu un grave accident, un traumatisme, donc il a été envahi par le froid. Comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, tout ce qui est froid amène un ralentissement, un blocage, une destruction. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'il passe sa sonde, vous voyez, lorsqu'il passe sa sonde, il recrée de nouveau un traumatisme. Mais il va créer un traumatisme au niveau de l'urètre. Et un des principes en chromatothérapie, c'est que la matière vient au secours de l'énergie. C'est-à-dire que plus il est envahi par le froid, plus l'organisme matière va répondre, et plus ça va accélérer son rétrécissement au niveau de l'urètre. C'est-à-dire qu'initialement, lui, il avait besoin de se sonder tous les 6 mois, puis tous les 5 mois, 4 mois, etc. Aujourd'hui, il doit se sonder, comme je vous l'ai dit, tous les mois. Donc le traitement va tout simplement consister à lui apporter de l'énergie chaleur au niveau de l'urètre, pour commencer en tout cas. Alors l'échelle de mesure utilisée pour ce patient, qu'on a mis en place ensemble, ça va être le durée de miction en secondes, c'est-à-dire que le temps en secondes qu'il va mettre pour vider entièrement sa vessie. Donc comme je vous l'ai dit, il a besoin de se sonder tous les mois. Lorsqu'il se sonde,
il arrive à uriner, à vider sa vessie entièrement en 120 secondes, en 2 minutes. Il faut savoir que la moyenne, normalement, la normalité, si on peut dire ça, est d'une cinquantaine de secondes. C'est moins d'1 minute pour vider sa vessie. Donc il se sonde, il arrive à 120 secondes, puis le temps passe, les jours passent, et au bout d'un mois, de nouveau, il retombe à 300 secondes, c'est-à-dire à 5 minutes. Et donc là, de nouveau, il est obligé de se sonder, il repasse à 120 secondes, et ainsi de suite. Donc vous imaginez, faire ça mensuellement, c'est très compliqué. Et il fait quasiment des infections urinaires, il fait ses infections urinaires quasiment mensuelles. Donc à chaque fois que je voyais le patient, il me précisait un petit peu le temps qu'il mettait pour uriner. Alors voilà la courbe des résultats. Vous avez, donc c'est l'évolution du temps de miction sur une période de 15 mois. Vous voyez, j'ai commencé à le voir il y a un an, en juin 2022. En ordonnée, vous avez le temps de miction en secondes. Au niveau de l'abscisse, vous avez les dates. Donc initialement, quand il est venu me voir, il était à 300 secondes, comme je vous l'ai dit. Donc on a commencé le traitement. Donc là, je vous ai mis en place la baseline, c'est-à-dire la valeur de référence avant traitement. Et ce qui est intéressant, c'est quand il est venu me voir en juin 2022, il m'a dit moi, votre technique, je ne connais pas vraiment, mais si je veux vraiment voir l'efficacité de celle-ci, je vais arrêter de me sonder. Si je vois que ça se dégrade, bien entendu, je me ressonderai. Donc à partir de juin 22, il ne se plus sonder. Donc on a commencé les traitements ici. Alors pour les élèves, j'ai mis des flèches de couleur. Donc là, j'ai directement irradié au niveau du sexe pour agir sur l'urètre. Donc j'ai commencé par un traitement, on va dire, de dispersion. Je vais parler un petit peu pour les élèves. Puis après, j'ai utilisé les énergies intermédiaires. C'est-à-dire que j'ai agi d'abord en superficie, puis profondeur. Vous voyez que l'effet profondeur a été moins efficace. Puis superficie, puis profondeur. Et vous voyez qu'en 4 mois, sans sondage, il est arrivé à un temps de 40 secondes de miction. Donc lui, ça va changer la vie, sans aucune infection urinaire. Alors là, pour des raisons et d'autres, on a arrêté le traitement pendant quelques mois. Et décembre 22, il fait une infection urinaire, et moi je le revois en janvier 2023. Il me dit, eh ben voilà, mon temps de miction a de nouveau augmenté. Je suis très loin des 300 secondes, mais je suis retourné à 120 secondes. 120 secondes, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le temps qu'il mettait lorsqu'il se sondait. Donc finalement, je me suis dit, le traitement a été efficace, on a bien agi au niveau de l'urètre, on a fait un traitement au niveau de l'urètre. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux au niveau de l'urètre, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est arrivé au même résultat que la sonde. Donc je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est essayer de traiter la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'était son accident il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on peut agir sur une pathologie qui a une quarantaine d'années. Donc, à partir de là, j'ai décidé de le traiter directement au niveau de la hanche, la zone où il était tombé. Traitement au niveau de la hanche, violet, puis traitement en profondeur, parce on avait une fracture. D'ailleurs, le traitement a été tellement fort qu'il a fait une infection urinaire hallucinante. Il a fait une réponse matière très importante. Et vous voyez que depuis le mois de mars, il a son temps qui s'est normalisé août 2023. Alors comme je ne suis pas là pour faire de la publicité et comme je suis quelqu'un d'honnête, j'ai reçu un texto de sa part cette semaine pour me dire qu'il avait de nouveau un problème de sténose. Il mettait plus de temps et il a fait une infection urinaire cette semaine. Sauf que mes slides, je les avais préparés avant. Et dans mes slides, j'avais mis qu'il était actuellement dans la norme, ce qui était le cas quand j'ai fait mes slides. Il ne s'était pas sondé depuis 16 mois, ce qui est toujours le cas, d'ailleurs. Mais il serait bien de pouvoir continuer de le traiter au niveau de la hanche, parce que j'étais sûr que ce n'était pas suffisant ce qu'on avait fait, qu'on avait besoin de faire d'autres traitements. Vous imaginez le choc, une tombée d'une vingtaine de mètres, fracture, la hanche, la rate qui explose. On est vraiment sur un envahissement traumatique très important. Sur quelque chose qui a 40 ans, faire 2 traitements, ce n'est pas suffisant. Donc voilà, donc j'avais dit qu'il serait bien de lui retraiter, surtout avec l'arrivée du froid, qui va augmenter toutes les pathologies traumatiques. Donc normalement, je dois le revoir la semaine prochaine. Je vous raconterai à la suite l'année prochaine. Alors, le deuxième cas est un cas, c'est un homme de 65 ans qui est diagnostiqué schizophrène.
depuis une vingtaine d'années. Alors ça, c'est un monsieur que je suis depuis très longtemps, donc on va vraiment avoir un suivi intéressant. Donc il faut savoir qu'il y a 3 événements majeurs qui ont marqué ces 20 dernières années, hein. Il y a eu le décès de son fils, dans des conditions épouvantables, je ne rentrerai pas dans le détail. En 2011, son épouse, en traversant, a été renversée par un chauffard. Elle a eu un trauma crânien, 2 mois de coma, et aujourd'hui elle a encore des conséquences au niveau cognitif, avec des douleurs au niveau articulaire. Et enfin, il y a eu plusieurs interventions au niveau de la colonne vertébrale. Donc ça, certains élèves le savent. La colonne vertébrale, pour nous en chromatothérapie, ce n'est pas du tout une charpente, c'est vraiment un système de régulation centrale. Et le fait qu'il ait eu des problèmes avec une arthrodèse lombaire en L4, L5 signifie beaucoup pour nous. Donc la schizophrénie, n'étant pas psychiatre, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, hein. Donc il y en a plusieurs dans la salle. Il y en a au moins 2 que je sais, mais les autres, je ne sais pas. J'ai pris une définition de l'INSERM, ce qui me semblait plus propre. Surtout que je suis un ancien de l'INSERM, donc je me suis dit que j'avais le droit. La schizophrénie est une pathologie psychiatrique chronique complexe qui se traduit schématiquement par une perception perturbée de la réalité de manifestations productives comme des idées délirantes ou des hallucinations. On peut avoir aussi des manifestations passives comme un isolement social et relationnel. On peut avoir aussi les deux ensemble. Je crois qu'il y a 6 types de... Tu me dis le contraire ? Il y a 6 grands types de schizophrénie, ce qu'on dit, mais je ne sais pas. Bon. Notre patient, monsieur M, lui, sa maladie se caractérise par des hallucinations auditives. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au quotidien, il a une dizaine d'heures de voix par jour qui lui disent qu'il a raté sa vocation, qu'il a raté sa vie, Et en réalité, quand il est actif, ça va bien, mais quand il se rase, il entend ses voix, quand il regarde la télé, des fois, ça le réveille même la nuit. Donc, après une anamnèse complète, l'objectif, c'est pas de vous montrer des traitements ici, parce que de toute façon, il n'y a pas un traitement, il y en a eu beaucoup. L'anamnèse, c'est-à-dire c'est un échange que j'ai eu avec mon patient où on discute pendant 1h30 à 2 heures et je traduis tout ce qu'il me dit dans mon langage énergétique, dans mon langage de chromatothérapeute. Donc après une anamnèse complète, l'hypothèse d'une insuffisance de l'énergie sécheresse a été émise. Le suivi de ce patient nécessite une adaptation régulière de son traitement en chromatothérapie avec l'utilisation de différents équilibres. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un traitement, j'ai fait beaucoup de traitements différents. Et c'est ce qui caractérise les chromatothérapeutes, c'est qu'on est sur une médecine personnalisée. Et à chaque rendez-vous, moi j'écoute mes patients et sur certains patients, j'ai besoin de jongler pour avoir ce qui leur correspond le mieux. Il y a d'autres patients où je traite toujours de la même manière. Mais ça dépend un petit peu de ce qu'ils ont vécu, des stimuli extérieurs, des climats et autres. Donc, lors de sa venue en mai 2019, comme je vous ai dit, il avait une dizaine d'heures de voix par jour. Ces hallucinations peuvent être amplifiées lors des périodes d'anxiété importante. Il a des gros troubles de l'adaptation. Et dès qu'il y avait une anxiété qui arrivait, ses voix, ses hallucinations augmentaient. Bien entendu, il est suivi par un psychiatre depuis des années. Il est sous antipsychotique depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas mis le nom du médicament, c'est fait exprès, parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc il avait 30 mg, il avait 2 fois 15 mg depuis 15 ans. Donc 15 mg le matin, 15 mg le soir. Donc l'échelle de mesure utilisée dans ce patient, ça a été tout simplement le nombre d'heures d'hallucinations auditives quotidiennes. On est bien d'accord, c'est une échelle subjective, mais avec toujours la même subjectivité, puisque c'est toujours lui qui me la donne. Suivi quotidien sur les 2 premiers mois, c'est-à-dire qu'il avait un carnet qui marquait tous les jours, et ensuite, valeur mensuelle donnée par la suite. Donc là, je vais vous montrer 2 graphiques. Le premier, l'évolution des hallucinations auditives sur 2 mois, mai-juin 2019. Donc, en ordonnée, vous avez le nombre d'heures d'hallucinations auditives. Et là, vous avez les dates du 6 mai au 28 juin 2019. Donc, on va mettre, initialement, quand je l'ai vu, il était là, à 10 heures, avec la baseline, le niveau de référence, pour pouvoir un peu comparer les choses. Donc, je le vois le 6 mai. Premier traitement, donc ça sera en chromatothérapie du point d'acupuncture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
C'est un peu comme l'acupuncture, sauf qu'au lieu de mettre une aiguille, on utilise une fibre optique avec des principes qui sont quand même très différents, où on envoie une lumière sur un point d'acupuncture pour agir sur la globalité du patient. Donc, traitement le 6 mai. Je le revois 15 jours plus tard. Augmentation des voix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça répond à votre question, je crois que vous aviez tout à l'heure. La chromatothérapie est une arme. Mal utilisée, elle peut être dangereuse. Donc moi, j'étais parti sur un certain équilibre, et vous voyez que suite à mon traitement, il a eu une augmentation au bout de 3 jours, 2-3 jours, c'est exactement ce qu'on attend, un effet au bout de 2-3 jours, de ces hallucinations auditives. L'autre point important, c'est ce qu'on dit toujours à nos élèves. Lorsque vous suivez un patient au niveau globalité, il faut toujours le revoir 10-15 jours après pour être sûr de rééquilibrer, parce que notre hypothèse, elle est purement intellectuelle. En chromatothérapie, on n'a pas de machine qui fait le diagnostic. On n'est pas des techniciens, on est des thérapeutes, on réfléchit, on analyse et on traite. Donc, de nouveau, un traitement au bout de 15 jours, je ne vois pas trop la date, peu importe. Et voilà l'évolution sur le 2 mois, au niveau de ces heures d'hallucination. Alors, pour tout vous dire, au bout de 2 mois, il y a deux choses qui nous ont surpris. Hein. La rapidité de réponse, et puis il arrivait à 0 heure de voix par jour. Donc on s'est dit formidable, etc. Mais si j'ai bien appris quelque chose, c'est que dans la vie, rien n'est gagné. Surtout dans le soin, ou surtout sur des pathologies psychiatriques de ce type-là. Donc je vais vous mettre un petit peu l'évolution sur 5 ans. C'est un monsieur que je suis depuis 5 ans. Donc en ordonnée, vous avez le nombre d'heures. En abscisse, les dates 2019 jusqu'à septembre 2023. Traitement, je vous ai dit, en chromatothérapie du point d'acupuncture. Voilà l'évolution, la baseline, sur 5 ans. Alors, vous pouvez voir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les pics ont l'air très importants quand ils arrivent à 10 heures. Mais on va essayer d'étudier tout ça et d'essayer de comprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est plus les chromatothérapeutes qui comprendront, on est plutôt sur un terrain avec une absence de l'énergie sécheresse, donc un terrain de type humidité. Et comme vous le savez, l'humidité augmente toujours lorsqu'il fait chaud. Typiquement, les boutons de chaleur, etc. Mais ce qui est vrai au niveau local est vrai aussi au niveau global. Quelqu'un qui est envahi par l'humidité aura des symptômes aussi bien somatiques que psychiques qui vont être amplifiés lorsqu'il fera chaud. On regarde un petit peu les pics, et là, à chaque fois, on arrive sur juillet-août, 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 juillet-août. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'avec l'évolution des traitements, il sait s'adapter de mieux en mieux. C'est-à-dire que là, il a eu son augmentation de ses hallucinations la première année, la deuxième année. En 2021, on a une augmentation, mais bien plus faible. En 2022, quasiment plus, il était à 1 heure par jour. Et en 2023, il n'a pas eu d'augmentation. Donc, il a su s'adapter au fur et à mesure des traitements. L'autre pic ici, c'est la tentative de reprise du Reiki. Il faut savoir que lui, il est maître Reiki. Et ça a été un des éléments déclencheurs. Alors moi, je ne connais pas le Reiki, je ne me permettrai pas d'en parler. Mais ça a été un des éléments déclencheurs. Et c'était quelque chose qui était récurrent dans ses hallucinations. On lui disait qu'il avait raté sa vocation de maître Reiki, etc. Et comme il allait mieux, vous voyez, il y a eu ce pic, mais comme il allait mieux, il a essayé de reprendre le Reiki et ça a été une catastrophe. En avril 2020, toujours en accord avec son psychiatre, hein, je le dis haut et fort, en accord avec son psychiatre, il a diminué son antipsychotique, il est passé de 30 à 25. Ça faisait une quinzaine d'années, je vous ai dit qu'il était à 30. Donc il était à 15 le matin et 10 le soir, ou le contraire, je ne sais pas. Ici, on a eu un décès, d'ailleurs c'est pas sa tante, c'est sa belle-tante, vous voyez, mauvaise adaptation. Il a eu des problèmes au cœur, il était paniqué, pendant 2 mois il me parlait que de ça, et à partir du moment où il a pu voir le cardiologue et tout, qu'il a été rassuré, comme je vous ai dit, l'anxiété augmente toujours ses hallucinations auditives. Et là, cette fois-ci, diminution de son antipsychotique en 2021, de 25 à 20. Là, suite à une cause externe, je ne vais pas rentrer en détail pour pas que la vidéo soit interdite de diffusion, son épouse a eu des gros problèmes de vertige suite à un élément extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que en novembre 2022, il est passé de 20
à 15 mg. Et aujourd'hui, il est passé de 15 à 10 mg. Alors ce patient, je ne vais pas le guérir, hein. Ce n'est pas le but. Hein. On est sur une maladie psychiatrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'a plus du tout d'hallucinations auditives. Moi, je le revois régulièrement, ou des fois, il me dit « Si, j'ai entendu les voix pendant une demi-heure dans la journée sur un mois. » Donc c'est quasiment plus rien. Tout en ayant baissé son antipsychotique de 30 à 10. Donc le patient n'a plus d'hallucinations auditives depuis plusieurs mois. Il gère beaucoup mieux son anxiété et semble s'adapter facilement aux stimuli externes. Ce qui est intéressant en chromatothérapie du point d'acupuncture, c'est qu'on traite toujours la globalité. Donc le fait de traiter comme ça, ses problèmes de peau sont résolus, il dort mieux, comme je vous dis, il est nettement moins anxieux. On n'a pas agi uniquement sur ses hallucinations, bien entendu. Nous sommes face à une maladie psychiatrique. L'approche énergétique lui a permis de passer à un cap. Mais bien entendu, le suivi de son psychiatre avec une prise d'antipsychotiques reste bien évidemment indispensable. Je vais vous parler d'une pathologie très différente, la pachychoroïde. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit savoir ce que c'est ici, par les médecins. Mais moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant de rencontrer ma patiente. Alors la pachychoroïde, c'est tout simplement un épaississement de la choroïde. Et le fait que cette choroïde s'épaissit, il y a des risques de décollement de rétine, voire de cécité. Je vais vous expliquer un petit peu mieux. La choroïde, vous voyez, la choroïde est ici. C'est un tissu qui se trouve entre la rétide et la sclérotique. Et c'est ce qui permet de vasculariser la rétine. Sa fonction principale, vous voyez, elle est d'apporter nutriments et oxygène au niveau des photorécepteurs. La choroïde, c'est pour ceux qui connaissent la DMLA, c'est sur la choroïde que vous avez les néovaisseaux qui poussent. Voilà. Donc cette patiente, elle a un problème donc, de choroïde qui s'épaissit, avec une atteinte aussi de l'EPR, l'épithélium pigmentaire rétinien. Et donc, plus elle s'épaissit, moins elle voit. Donc, l'échelle de mesure utilisée chez cette personne, c'est l'épaisseur en microns de la choroïde. Alors là, on n'est pas du tout sur quelque chose de subjectif. Pour quelle raison? C'est que tous les 6 mois, elle va à l'hôpital de Saint-Étienne, sur lequel elle a une analyse au niveau des 2 yeux, où on mesure l'épaisseur de la choroïde par OCT, c'est le même appareil qu'utilisé pour la DMLA, la tomographie par cohérence optique. Ainsi, tous les 6 mois, on reçoit des nouvelles valeurs. Elle consulte pour la première fois en juin 2019, c'est-à-dire 1 an après le premier diagnostic. Et le traitement a été fait au niveau de la sphère hépatique, son chromatothérapie, les yeux, comme dans la tradition chinoise, les yeux correspondent au foie. Alors voilà le graphique. Évolution de l'épaisseur de la choroïde dans un cas de pachychoroïde. En ordonnée, vous allez avoir l'épaisseur de la choroïde. En abscisse, les dates. Donc en juin 2018, alors je vous ai mis la norme, l'épaisseur choroïdienne entre guillemets normale. L'épaisseur choroïdienne, j'ai fait un peu de recherche, elle est à peu près vers les, ça dépend aussi de l'âge, elle est à peu près vers les 340 microns, plus ou moins 90. Donc elle, quand on a diagnostiqué son problème à l'hôpital, elle était à 510, puis 574 au niveau des 2 yeux, et là elle est presque elle est à 600 au niveau de l'œil gauche, et 600 à peu près au niveau des 2 yeux. Alors ce qui était compliqué chez cette patiente, c'est que moi elle vient pour un problème où je ne peux savoir l'évolution de la maladie seulement une fois tous les 6 mois, donc 2 fois par an. Donc quand je la traitais, il faut que je regarde l'ensemble des autres symptômes, voir comment elle se sent, comment elle évolue. Et si l'ensemble des autres symptômes semblent évoluer dans le bon sens, ben je continue mes traitements en espérant avoir une confirmation biologique. Donc traitement en chromatothérapie du point d'acupuncture. Au début, traitement tous les mois. Donc vous voyez, dès les premières séances, alors après, moi je ne sais pas si ça a baissé là, hein. En réalité j'ai cette valeur-là, j'ai cette valeur-là. 2 points fait une droite, mais peut-être qu'elle a baissé là ou elle a baissé là. Mais en réalité, dès qu'on a commencé les traitements, donc là il y a 6 mois de traitement, on a eu une inversion de la courbe qui montait constamment. Ensuite, on a commencé à éloigner les séances, tous les mois et demi, puis tous les 2 mois, et vous voyez que sa choroïde s'est tout à fait normalisée.
Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Là, j'ai ma fille de 14 ans qui regardait mon graphique et qui me dit « Oui, mais si tu continues les traitements de sa choroïde, elle va disparaître. » Et non, parce que justement, ce qu'on cherche, mon objectif, c'est pas de détruire la choroïde. Notre objectif en chromatothérapie, c'est de trouver un équilibre. Et en trouvant cet équilibre, les choses se remettent en place, aussi bien au niveau de ses yeux qu'au niveau de l'ensemble de ses symptômes. Disparition de l'étention au niveau des yeux, amélioration de l'acuité, disparition des troubles de la vision. Donc, suite à la normalisation de l'épaisseur de la choroïde et à la disparition des symptômes qui en découlaient, la patiente a décidé d'interrompre ses traitements, je le comprends tout à fait. Je vais vous parler d'une patiente que je ne suis depuis pas très longtemps, je crois que ça doit faire 6 mois que je la suis. C'est une femme qui fait aller-retour, elle fait 700 km pour venir chez moi. Donc quand vous avez quelqu'un qui fait 700 km pour venir vous voir, vous avez quand même une certaine responsabilité envers elle. Donc voilà, donc cette dame est atteinte de sclérose en plaques, diagnostiquée en 2010. Ses premiers symptômes sont apparus à 21 ans avec des vertiges. On verra pourquoi il y avait des vertiges. Lors de ses poussées, on parle de poussées dans le cadre des scléroses en plaques, elle n'a pas eu de poussée depuis des mois. Mais lors de ses poussées, troubles de la vision, sensation d'ankylose et d'anesthésie, principalement sur le côté droit. Sa plaque, au niveau de sa sclérose en plaques, elle est au niveau du cervelet. Et vous savez, le cervelet, c'est un des centres de l'équilibre. Donc ça explique les vertiges qu'elle a commencé à avoir en 2010. Elle a refusé tout traitement immunosuppresseur. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais pris de traitement immunosuppresseur. Donc depuis qu'elle est atteinte. Je vous explique très rapidement ce qu'est la sclérose en plaques, pour ceux qui ne connaissent pas. La sclérose en plaques, aussi appelée CEP, c'est une maladie inflammatoire et dégénérative au niveau du système nerveux. C'est une pathologie auto-immune, d'où les immunosuppresseurs. C'est une maladie auto-immune au cours de laquelle les lymphocytes c'est un type de globules blancs, sont anormalement activés. Et le fait qu'ils s'activent énormément, ils vont s'attaquer à la myéline. Alors la myéline, c'est une couche qui recouvre les axones, qui a 2 rôles. 1, protecteur au niveau des axones, et 2, qui permet une accélération du flux neuronal. Donc vous imaginez bien que si la myéline est détruite, eh ben, les informations au niveau du cerveau vont moins bien passer. Donc ces lésions sont appelées plaques, et ces lésions sont souvent le siège d'inflammation, etc. Alors, les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre. Comment ça se fait qu'ils varient beaucoup d'une personne à l'autre? Parce que tout va dépendre finalement où ont lieu ces plaques. Parce qu'on peut avoir des plaques au niveau du cerveau ou au niveau de la moelle épinière. Et suivant la localisation de ces plaques, on va avoir des troubles moteurs, des pertes de sensibilité, des troubles visuels, équilibre, comme chez elle, urinaires, sexuels ou cognitifs, comme des troubles de la concentration ou autres. Le symptôme récurrent chez la majorité des patients, c'est la fatigue. D'ailleurs, c'est le cas de Madame N. Elle vient principalement pour un problème de fatigue. Alors après, une anamnèse complète, comme je l'ai dit, un échange avec mon patient, l'hypothèse, plus qu'un échange d'ailleurs, un long entretien, l'hypothèse d'une insuffisance de l'élément eau a été mise en place, c'est-à-dire l'élément eau, pour ceux qui connaissent, c'est soit l'humidité, soit froid. Donc, on va soit l'apporter de l'humidité, soit l'apporter du froid en chromatothérapie du point d'acupuncture. C'est pareil comme pour notre patient qui était schizophrène, pardon. Le suivi de ce patient nécessite une adaptation continuelle du traitement avec toujours trouver l'équilibre adéquat. En janvier 2023, lorsqu'elle vient me voir, cette dame, les symptômes principaux étaient une fatigue extrême, diffuse. C'est-à-dire que sa fatigue est tellement importante que tous les soirs, à partir de 20 h, elle a difficilement des difficultés à terminer le repas, et à partir de 20 h, elle va se coucher. Donc elle a 47 ans, elle n'a plus du tout de vie sociale le soir, et ces moments de fatigue, elle les retrouve aussi des fois, de temps en temps, dans la journée. Alors l'échelle utilisée chez cette patiente, on va dire que c'est une échelle sur 10 de degrés de forme de fatigue. Donc cette échelle sur 10, tout simplement,
1 sur 10, c'est un épuisement total, les fameuses soirées où elle va se coucher à 20 heures. Et 10 sur 10, c'est une forme, entre guillemets, olympique. On a regardé 2 éléments clés. Le premier, c'est le nombre de jours où elle constate un épuisement total. Quand elle est venue me voir, elle était à 30 jours sur 30 où elle devait dormir, aller se coucher. Le deuxième, c'est un intervalle moyen de forme. C'est-à-dire qu'on va mettre, elle vient me voir, elle me dit « Ah, ben, cette période-là, j'ai été entre 4 et 6 sur 10 d'énergie. » Et donc, on notait au fur et à mesure comment ça se passait. Valeur mensuelle, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, apportée par la patiente. Alors, le premier graphique qu'on va regarder, c'est l'évolution du nombre de jours d'épuisement par mois. Donc, nombre de jours. Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé à la voir en janvier 2023, on est en septembre 2023. Elle était à 30 jours, tous les soirs, comme je vous le disais, la baseline. Alors, ce qui nous a fortement surpris, un peu comme notre patient schizophrène, ça a été la rapidité de la réponse. C'est-à-dire qu'on l'a traité ici, et je l'ai revue 15 jours après. Elle m'a dit, si c'est pour être comme je suis aujourd'hui, je suis prêt à faire les 700 km tous les 15 jours. Donc elle a eu une réponse immédiate. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir, donc très rapidement, elle n'avait plus que 6 jours de fatigue d'épuisement total par jour. Et au mois de mars, avril, tout allait bien. Elle n'avait plus du tout. Elle n'avait plus tous les soirs. Elle, de nouveau, au bout des 15 premiers jours, elle m'a dit « Ah, je suis sortie, je suis allée voir des amis, je suis plus allée au restaurant », des choses qu'elle n'avait pas fait depuis des années. On va en reparler un petit peu de cette remontée. Alors, le deuxième graphique, c'est l'évolution de l'état de forme physique. Donc là, c'est une sorte de score. Donc le graphique est un petit peu plus complexe. Donc pour ça, je vais vous passer 2 secondes pour vous l'expliquer. Donc là, c'est la baseline. J'ai mis en place. Les carrés, vous voyez, c'est la valeur minimale qu'elle a dans le mois. Donc quand elle est à 1, c'est les fameux jours où elle est épuisée. La flèche, c'est la valeur maximale qu'elle va avoir sur le mois. Et ça, c'est son énergie moyenne sur le mois. Donc avant, quand on a commencé à se voir, elle m'a dit, de manière générale, je suis entre 1 et 4, et les moments où je vais très bien, je monte à 5 sur 10. Premier traitement en chromatothérapie, on a eu une réponse immédiate. Elle est montée à 9, elle n'en revenait pas. Et vous voyez, on a une amélioration globale, et surtout, il n'y avait plus d'épuisement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ça semblait tenir. C'est-à-dire que là, au mois d'avril, ça allait parfaitement, au mois de mai aussi, et puis petit à petit, au mois de juillet, ça a commencé à chuter. Donc là, j'ai vraiment dû m'adapter au traitement. Je ne lui ai pas fait de traitement en juillet différent, parce que comme quand même, c'est quelqu'un de très fragile. Parce que comme au mois d'août, je n'étais pas là, j'étais en vacances, je me mariais, comme l'a dit Philippe. Voilà, donc je n'étais pas disponible pour mes patients, donc j'évite de prendre des risques de faire un nouveau traitement en juillet. Donc j'ai pu lui faire un nouveau traitement au mois d'août, et elle a eu le meilleur mois de sa vie. Je vais vous mettre le SMS qu'elle m'a envoyé cette semaine pour vous montrer que rien n'est gagné, mais qu'elle a quand même eu un mois assez exceptionnel. Elle a retrouvé une normalité, cette dame, pour l'instant. Mais comme pour le patient schizophrène, on ne la guérira pas. Notre objectif, c'est de stabiliser la maladie et d'avoir une amélioration sur l'ensemble de ses symptômes. Les premiers résultats sont très encourageants. Ça fait que 6 mois que je la vois. Hein. Sur une sclérose en plaques, c'est très peu. Hein. Aussi bien au niveau de l'état de forme générale que de l'ensemble de ses symptômes. Comme toute maladie dégénérative, elle va demander un suivi régulier. Nous, c'est des gens qu'on voit tous les mois pour continuer à les stabiliser. Alors, elle m'a envoyé un SMS cette semaine. C'était la semaine des SMS. Jusqu'il y a 2 jours, le mois était tout simplement fantastique. Je ne me souvenais pas comment ça pouvait être. Je dirais que je passais mes journées entre 6 et 9. Mais le plus extraordinaire était un changement profond au niveau de mon humeur. C'est comme si la baseline de nervosité et de réactivité était à 0. J'étais beaucoup plus calme, joyeuse, détendue. Et du coup, c'était presque compliqué de dire si je me sentais si bien parce que j'étais moins fatigué ou moins fatigué parce que je me sentais mieux. Si vous comprenez ce que je veux dire. Aucun autre symptôme ces 3 semaines. Comme je vous dis, je la vois toutes les 4 semaines. Hein. Ni maux de tête, ni douleur, rien. Et là, il y a 2 jours, tension dans le bas-ventre, pubis, qui reviennent, fatigue plus intense, irritabilité en augmentation.
c'est à nouveau en train de s'améliorer. Donc ce qui est intéressant, c'est comme tout à l'heure, la première chose, donc ça tient, t'as pas tenu comme ça, mais ça a chuté, mais la chose la plus intéressante, c'est qu'elle a su s'adapter toute seule. Et de nouveau, elle est capable de rebondir, malgré ces quelques jours difficiles. De toute façon, on en aura toujours dans sa vie des jours difficiles. Mais elle a été capable de rebondir, de s'améliorer et de nouveau repartir. Alors très rapidement, pour finir, il n'existe pas de protocole. Pour ceux qui ne connaissent pas la chromatothérapie, on n'est pas du tout sur des protocoles. On doit s'adapter à chaque patient. Et comme je vous dis, c'est une adaptation perpétuelle du thérapeute. D'ailleurs, notre objectif, comme j'en parlais tout à l'heure avec Maxence, c'est une adaptation perpétuelle du thérapeute afin que le patient soit capable de s'adapter tout seul à ces différentes pathologies. Comme je vous l'ai dit, on est sur une approche globale. Comme dirait un grand homme, dixit docteur Christian, on ne soigne pas une maladie, mais un patient. Enfin, est-ce que ces case reports, est-ce que on peut, avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, on pourrait publier dans un journal scientifique? Non. On ne pourrait pas publier dans un journal scientifique. Pour quelle raison? C'est que la recherche clinique demande de faire les choses dans un certain cadre, avec des conditions, comme on dit, gold standard, en aveugle, etc. Donc c'est juste informatif. Et l'objectif de cette conférence, c'est peut-être de tendre la main à des hôpitaux ou à des centres de recherche qui auraient envie de travailler sur ces différentes pathologies et voir ce qu'on pourrait faire en collaboration. Parce que on se sent bien seul, malgré nos résultats, et on aimerait pouvoir faire beaucoup plus. Voilà, je vous remercie. Je voudrais déjà remercier Vincent pour son travail, que je trouve tout à fait exceptionnel. Et nous avons bien la chance de l'avoir au niveau de notre école de chromatothérapie. Il y a encore un avenir formidable qui se présente devant nous. Nous faisons en ce moment avec Vincent beaucoup de recherches et des avancées très importantes qu'on vous présentera de plus en plus. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on apporte de plus en plus en chromatothérapie des preuves et des éléments concrets. On a eu le docteur Bourali aujourd'hui qui nous a présenté un dossier extrêmement solide au niveau médical, avec des radios, avec des contrôles biologiques, etc. Et toi, tu nous apportes un autre moyen d'analyse. Je pense que tous ces moyens d'analyse sont très importants. Il faut tous les additionner. Je te félicite. Je suis très fier de ton travail. Merci Vincent pour cette conférence très stimulante. Merci. Alors François. juste un petit mot par rapport aux schizophrènes. Oui. Je suis un peu sceptique quant au diagnostic de schizophrénie. L'âge auquel est apparue sa schizophrénie, il a 65 ans, il est marqué 20, depuis 20 ans. Donc oui, c'est là vers les 40 ans. Oui, c'est un peu vieux pour une schizophrénie. D'accord. Deuxièmement, les hallucinations, on peut avoir des hallucinations qui ne sont pas psychotiques. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle les entendeurs de voix, qui sont des gens qui sont tout à fait normaux, qui ont des hallucinations auditives. D'autre part, on peut avoir des hallucinations auditives pour des troubles plutôt psychotraumatiques liés à des troubles dissociatifs. Donc le problème, c'est que les psychiatres ne sont pas très au courant que les psychotraumatismes peuvent donner des hallucinations auditives. Bien sûr. Et toute hallucination auditive est souvent très vite diagnostiquée comme un trouble psychotique. Voilà, donc c'est juste... oui, surtout qu'il a eu un traumatisme majeur. Oui, la perte de son fils. Et puis qui était un élément déclencheur, bien sûr. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse par rapport à la méfiance qu'il faut avoir quant au diagnostic, aux étiquettes. Sûr. Mais moi, je ne pouvais pas me permettre de remettre en cause le diagnostic du psychiatre. Merci. Une autre question, peut-être, une dernière? À propos de la recherche clinique, oui. Il faut comprendre une chose, c'est que dans nos médecines en général, on ne peut pas rentrer dans des standardisations qui sont faites pour analyser tel médicament, telle molécule de synthèse vis-à-vis d'un placebo. Donc ça, c'est un premier remarque scientifique. Ensuite, il y a un problème moral. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais... Non, mais d'accord. On est quand même dans une individualisation très poussée. Oui. Et à partir de cette individualisation, faire une standardisation comme eux, ils aiment faire, il y a un problème de fond. Ça dépend, parce que tu vois, si on fait une étude, par exemple, sur les grands brûlés,
on compare des gens traités en chromatothérapie avec les approches classiques, on pourrait tout à fait faire une étude au gold standard, en double aveugle, et là on aurait vraiment des résultats remarquables, et plus personne n'aurait plus rien